Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle émission avec notre invité du jour, Monsieur Joël Rubensfeld. Donc, Monsieur Joël Rubensfeld, il est le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Monsieur Joël Rubensfeld, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Rubensfeld, on va essayer aujourd'hui de parler de l'antisémitisme et de comprendre en tout cas c'est quoi ce racisme d'antisémitisme, ça concerne quoi exactement. Beaucoup de gens parlent d'antisémitisme ces derniers temps, donc on entend beaucoup parler de l'antisémitisme un peu partout en Europe et surtout les actes antisémites qui commencent en fait à avoir vraiment beaucoup d'ampleur et qui font aussi fuir pas mal de juifs en direction d'Israël. La première question, qu'est-ce que l'antisémitisme ? L'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui est dirigée contre les juifs. Alors il faut savoir que l'antisémitisme, c'est un peu comme un virus. Un virus par définition mute et s'adapte à son environnement. Il y a trois grandes phases historiques de l'antisémitisme. L'antisémitisme remonte, en tout cas la première phase importante, c'est ce qu'on appelle l'antijudaïsme, et c'est l'antisémitisme chrétien en fait. Donc c'est l'antisémitisme qui s'en prenait aux juifs sur base de leur confession et de leurs pratiques religieuses. C'est, si vous voulez, du début de notre ère jusqu'au XVIIe siècle, donc qu'il a surtout sévi en Europe, et donc c'est ce qu'on appelait l'antijudaïsme. À la fin du XIXe siècle, cet antijudaïsme a muté vers l'antisémitisme. Le terme antisémitisme en soi est un néologisme d'un écrivain allemand, antisémite lui-même, qui s'appelait Wilhelm Marr, et qui a donc été l'auteur de ce néologisme qui traduisait en fait une évolution. C'est-à-dire, ce n'était plus un antisémitisme qui s'en prenait aux juifs sur base des pratiques religieuses, mais un antisémitisme qui s'en prenait aux juifs sur base raciale et sur base sociale. Il faut savoir que le XIXe siècle, justement, était propice au développement des thèses racialistes, des Gobineau, Le Bon et autres. Eh bien, on a vu, si vous voulez, cette évolution. Ça s'en prenait plus aux juifs sur base de leurs textes religieux, mais sur base de leur appartenance à un peuple. Et puis, l'antisémitisme, maintenant, on est, si vous voulez, dans une troisième phase de l'antisémitisme, ce que j'appelle l'antisémitisme 3.0 ou l'antisémitisme contemporain, qui a un autre nom, qui est l'antisionisme. Et là aussi, il y a une confusion qui existe, où beaucoup de gens de bonne foi disent « mais moi, je me considère comme antisioniste, mais je ne suis pas antisémite. » Je pense qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, les termes, la sémantique. En fait, qu'est-ce que c'est l'antisionisme ? Pour définir l'antisionisme, il faut d'abord savoir ce que c'est le sionisme. Le sionisme, c'est une seule chose. C'est pas la politique d'un gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite, de centre en Israël. Le sionisme, c'est le droit à l'autodétermination du peuple juif. Donc, être antisioniste, c'est nier au peuple juif le droit à une existence territoriale, une existence politique qui se traduit aujourd'hui à travers l'existence de l'État juif qu'est l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, on est dans cette troisième grande phase historique de l'antisémitisme qui aujourd'hui s'appelle antisionisme, et on le voit d'ailleurs à travers les actes antisémites qui ont explosé depuis la fin de l'année 2000. C'est lié précisément au déclenchement de la seconde intifada dans les jours qui ont suivi. Les Juifs en Belgique, en France ou plus largement en Europe occidentale ont été la cible donc d'agressions, que ce soit des agressions verbales ou physiques, justement liées au conflit israélo-palestinien. Alors, quand on parle d'antisionisme aussi, on le voit très clairement à travers les actes aussi les plus violents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nouveau, en Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. Ça a été le cas en 2012 à Toulouse, dans l'école juive, lorsque Mohamed Merah est rentré dans l'école juive et a tué 3 enfants et le père de 2 d'entre eux. Mohamed Merah lui-même qui a dit, lors des échanges téléphoniques avec le GIGN qui faisait l'assaut de son appartement après donc la série de crimes qu'il a perpétrés à Toulouse et à Montauban contre l'école juive et contre des militaires français. Il a dit « Je tue des enfants juifs parce que les juifs tuent des enfants palestiniens ». Donc on le voit très clairement
ce lien qui existe entre un conflit lointain, parce que ça se passe à 3-4 000 km d'ici, et des événements qui se produisent sur le sol européen. Ça a été la même chose avec Mehdi Nemmouche qui rentre en 2014 dans le musée juif et qui tue 4 personnes. Ça a été le cas aussi en janvier 2015 avec Hamedi Koulibaly qui rentre dans un supermarché cachère, l'Hyper Cacher à Paris, et qui tue aussi 4 personnes. Le mois suivant, avec un terroriste dano-palestinien qui s'en prend à la grande synagogue de Copenhague, au Danemark, et qui tue donc un gardien qui était là pour protéger donc la synagogue. Donc voilà, si vous voulez, les grandes phases historiques de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme qui nous préoccupe tout particulièrement aujourd'hui, c'est justement cet antisémitisme 3.0, cet antisémitisme contemporain, c'est l'antisionisme. L'antisionisme. Et vous avez l'impression, en tout cas ici en Belgique, que l'antisémitisme prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a de plus en plus, en fait, d'antisémites en Belgique? Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'actes antisémites. Très clairement, on le voit depuis 2000. Je veux dire, il y a eu une explosion. C'est bien simple. Avant 2000, à ma connaissance, il n'y avait pas de statistiques. Il y avait probablement l'un ou l'autre acte antisémite parce que le racisme, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la cible, que ce soit un juif, un noir, un arabe, une femme, un homosexuel, ça va toujours exister. Ça fait malheureusement partie de la nature humaine. Tout est question de seuil, entre guillemets, tolérable. Très clairement, je veux dire, le seuil devrait être à 0, mais malheureusement, on doit apprendre à vivre avec un peu de racisme. Maintenant, ce seuil est devenu intolérable puisque les statistiques, aujourd'hui, on est à plus de 100 actes antisémites par an en Belgique. On le voit aussi à travers un autre élément, et un élément qui, d'un point de vue historique, traduit aussi une réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Juifs quittent leur pays de manière massive, en tout cas de manière significative, cela veut dire qu'il y a un problème d'antisémitisme très réel dans leur pays. On voit que depuis ces 10-12 dernières années, les chiffres au niveau des départs de juifs vers d'autres cieux qu'ils estiment plus accueillants ou plus rassurants ont triplé. Alors, c'est les chiffres que des départs vers Israël, mais ça ne devrait pas occulter le fait qu'il y a un nombre de juifs de Belgique ou plus largement d'Europe occidentale, significatif aussi, qui quittent leur pays pour aller aux États-Unis ou pour aller au Canada, voire même certains qui partent en Australie. Donc, à partir du moment où on en arrive là, ça veut dire qu'il y a un problème vraiment qui n'est plus un problème ponctuel, mais un problème conjoncturel. Et nous sommes dans ce problème conjoncturel qu'est l'antisémitisme auquel on fait face aujourd'hui. Qu'est-ce que les organisations, par exemple la Ligue contre l'antisémitisme, la Ligue belge, ou par exemple le CCOGB ou d'autres organisations, en tout cas juives, font justement pour essayer de prévenir, justement d'accompagner ces personnes-là qui cherchent en fait à partir et à quitter par exemple la Belgique, la France ou l'Europe pour repartir, pour aller trouver une sécurité quelque part en Israël? Mais écoutez, moi personnellement, je ne privilégie pas le départ. Je pense que chaque personne doit être libre de partir de son pays si elle a envie de partir. À partir du moment où elle est poussée dans le dos ou à partir du moment où elle s'enfuit, là ça me pose un problème. Moi-même, à travers ma propre histoire, mon père a dû s'enfuir de son pays en Autriche en 1939 après l'Anschluss et il a trouvé refuge en Belgique où il a vécu de manière semi-clandestine pendant la guerre. Ma mère elle-même a dû quitter son pays en 1961, elle a dû quitter le Maroc et je trouve que personnellement, je n'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. Je pensais peut-être un peu naïvement jusqu'il y a quelques années que j'allais pouvoir rompre ce schéma ancestral. Mon père qui a dû fuir l'Autriche en 1939, son père qui a dû s'enfuir de Pologne après des persécutions antisémites pour trouver refuge en Autriche, le grand-père de mon père qui a dû fuir la Russie après un pogrom pour trouver refuge en Pologne. Je me suis dit, eh bien moi, maintenant... je suis là, je suis né en Belgique, on a posé nos valises à tout jamais. Aujourd'hui, je me pose des questions. Mais en tout cas, personnellement, je ne préconise pas le départ. Et en même temps, je crois que c'est une décision qui appartient à chacun. Oui, mais lorsque les gens s'adressent à moi par rapport à cela, je leur dis, c'est une décision qui vous appartient. Moi, je veux rester ici, je veux me battre, mais je ne vous cache pas que j'ai certaines inquiétudes quant à l'avenir, peut-être pas
mon propre avenir, mais l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas, je doute du fait que ma descendance puisse continuer à vivre paisiblement en Belgique. Et il y a des problèmes d'antisémitisme, mais il y a d'autres problèmes aussi. Alors très clairement, il y a les problèmes d'antisémitisme, mais il y a les problèmes du djihadisme, il y a les problèmes du terrorisme. Et puis un autre problème qui est en train de poindre le bout du nez, et on le voit d'ailleurs à travers certains résultats électoraux dans des pays européens, c'est la résurgence de l'extrême droite. On voit que certaines personnes qui au départ n'ont qu'une affinité particulière avec l'extrême droite, se laissent séduire par ce vote-là, pensant qu'ils vont résoudre le problème du terrorisme, le problème de l'islamisme par l'extrême droite. C'est à mon avis une grave erreur, parce que je pense que tant l'islamisme et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce, que l'un nourrit l'autre. Et je voudrais juste rappeler à ceux qui pourraient penser que l'extrême droite est une solution à leurs problèmes, qu'on ne guérit pas la peste par le choléra, parce qu'on meurt des deux. Tout à fait. Peu de gens, en tout cas, savent que vous avez aussi des racines marocaines, donc vous l'avez dit maintenant, donc vous êtes, je pense, de Meknes. Rabat. De Rabat. Voilà. Et donc, Monsieur Rubensfeld, vous insistez souvent en fait sur la nécessité d'une réaction urgente face à la montée de l'antisémitisme en Belgique. Pourquoi en fait? Mais une fois de plus, vous savez, j'aime beaucoup lire des livres d'histoire, parce qu'on apprend beaucoup sur notre avenir en lisant des livres d'histoire. L'histoire se répète. Je vois que, d'un point de vue historique, lorsque les Juifs sont en danger, lorsque les Juifs quittent leur pays, c'est annonciateur de problèmes plus lourds, plus conséquents, plus graves encore. C'est un peu la métaphore du canari dans la mine. Le canari qui, lorsqu'il tombait de son perchoir, parce qu'il sentait justement ces effluves de gaz qui arrivaient, eh bien ça annonçait le coup de grisou qui allait emporter des dizaines ou des centaines de mineurs dans sa déflagration. Je crois qu'il faut voir, si vous voulez, il faut appliquer cette métaphore au canaris juif dans la mine belge ou dans la mine européenne. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, et à travers les différentes fonctions que j'ai exercées, auprès des responsables politiques, pour justement prendre la mesure de cela. C'est-à-dire traiter le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Et traiter le problème, donc, quand ce problème ne s'en prenait qu'aux Juifs, parce qu'à partir d'un certain moment, ça va s'en prendre à tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand on reprend la liste des attentats majeurs qu'il y a eu ces 5-6 dernières années en Europe occidentale, on voit qu'il y a 3 cibles particulières qui faisaient l'objet de ces attentats. Donc, il y a eu Toulouse. À Toulouse, Mohamed Merah, il a tué 3 soldats. Et puis, il a tué 4 juifs dans l'école. Puis, le deuxième attentat, c'était au musée juif. Et le troisième attentat, c'était aussi en 2 phases, même en 3 phases. Il y a eu d'abord les frères Kouachi qui ont été à Charlie Hebdo et qui ont commis le carnage qu'on connaît. Donc, ils ont tué des journalistes et des policiers. Le lendemain, une policière à Montrouge. Et le surlendemain, l'attentat contre le supermarché Cacher. Et donc, on voit qu'il y avait, si vous voulez, 3 groupes de personnes. Des policiers ou des soldats, c'est-à-dire le symbole de l'autorité de l'État, des journalistes, le symbole de la liberté d'expression, et un groupe ethnico-confessionnel qui était les Juifs. Si on avait réagi plus fermement à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, alors il n'y a pas de recette miracle, mais peut-être qu'on aurait pu éviter certaines tragédies ultérieures. Parce que dans un premier temps, ça s'en prend aux Juifs, aux soldats ou aux journalistes. Et aujourd'hui, en fait, lorsqu'on voit la deuxième séquence de ces attentats de Daesh, c'est le 13 novembre à Paris, le Bataclan, c'est-à-dire des cibles de manière tout à fait indiscriminée, et le 22 mars chez nous, Métro Malbec et Zaventem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est juif, ou tout le monde est policier, ou tout le monde est journaliste. En tout cas, aux yeux des terroristes, ça montre bien que tout le monde est une cible. Alors, il y a les cibles privilégiées que sont les juifs, les journalistes ou les policiers, mais en fait, derrière cela,
tout le monde est une cible. Et je pense qu'en fait, si vous voulez, ils sont en train de tester la résistance de notre démocratie. Ils l'ont testé dans un premier temps sur le maillon faible de la démocratie qu'est la communauté juive. Pourquoi le maillon faible? Parce que numériquement, c'est une communauté tout à fait insignifiante. Je veux dire, en Belgique, prenons les chiffres, il y a 11 millions de Belges. Parmi eux, 35 à 40 000 Belges sont juifs. Donc c'est vraiment une goutte d'eau. Et donc ils s'en sont pris, si vous voulez, ils ont testé la démocratie sur ce maillon faible. La démocratie n'a pas réagi comme il fallait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est l'effet domino. C'est d'abord les Juifs, mais après ça entraîne l'ensemble, si vous voulez, de la société de manière tout à fait indiscriminée. Aujourd'hui, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez blanc, noir, homme, femme, eh bien, vous êtes potentiellement une cible de l'État islamique. À votre avis, est-ce que le politique a quelque chose à voir en fait avec cette situation? Est-ce qu'on peut reprocher aux politiques de ne pas avoir fait son travail ou assez faire son travail par rapport à la prévention, par exemple, contre l'antisémitisme? Écoutez, ça dépend. Je veux dire, une fois de plus, la situation n'est pas... je n'ai pas une vision manichéenne de la situation. Je veux dire, on ne peut pas mettre tous les politiques dans le même sac. Mais, néanmoins, il y a certains responsables politiques et partis politiques en particulier qui, pour des raisons non pas d'antisémitisme, certainement pas, mais pour des raisons purement électoralistes, ont décidé d'abandonner leur combat contre l'antisémitisme. C'est un mauvais calcul qu'ils font. Ils ont sacrifié la communauté juive sur l'autel de l'électoralisme, comme d'ailleurs sur la question du génocide des Arméniens, ils ont sacrifié la communauté arménienne sur l'autel de l'électoralisme. C'est un choix qu'ils font. Un jour, ils devront être comptable, mais néanmoins, vous savez, la réalité, c'est que ces politiques ont joué avec le feu, et c'est nous, citoyens lambda, qui nous brûlons les doigts aujourd'hui. Oui. Votre lecture, en fait, par rapport, en tout cas, à l'antisémitisme chez les jeunes issus de l'immigration, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en fait, par rapport à ça? Il y a des chiffres qui... vous savez, sur ce sujet si sensible, je voudrais qu'on dépasse les clichés, les a priori, et qu'on essaye d'avoir une approche analytique et scientifique de la chose. Alors, il y a deux enquêtes, deux études qui ont été faites par rapport à ça. D'abord, une étude qui a été menée par la VUB, l'AKUL et l'université de Gand, si je ne m'abuse, donc en 2011, et qui a étudié, donc, fait une enquête, si vous voulez, académique par rapport aux jeunes, donc bruxellois, puis anversois, et puis à Gand aussi. Et ils ont donc, la question était: quel est le taux d'antisémitisme parmi les jeunes bruxellois? Et cette étude a révélé, donc, qui était menée par le sociologue de la VUB, Marc Elkardus, cette étude a révélé que 10% des jeunes bruxellois, en général, donc toute population confondue, est antisémite. Et puis ils ont segmenté. Et la segmentation montre qu'au sein des jeunes musulmans, ce chiffre n'est plus de 10%, mais de 50%. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la plus grande organisation internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est l'Anti-Defamation League, une organisation basée aux États-Unis, a fait donc une enquête sur le taux d'antisémitisme dans 100 pays à travers le monde. Il se trouve qu'en Belgique, donc, cela révèle que 21% de la population, alors c'est pas vraiment être antisémite, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire véhicule ou héberge des clichés antisémites. Donc c'était ça le libellé exact. Donc c'est 21% de la population en général, et ce chiffre, ils ont segmenté au niveau de la population musulmane aussi, monte à 68%. Donc on voit que selon les études, le ratio est de 1 à 5 par rapport à l'étude de 2011, ou de 1 à 3 par rapport à l'étude de 2015. Ça montre un fait,
C'est-à-dire qu'au sein de la communauté musulmane, eh bien, l'antisémitisme est plus présent que chez certains jeunes, dans certaines familles, même plus largement. C'est devenu un antisémitisme culturel. Je me rappelle sur un plateau télévisé, Ismaël Saïdi qui expliquait que, je crois que c'était sur RTL, il expliquait que aujourd'hui, dans certaines familles musulmanes, le mot juif en lui-même est une insulte. Et je veux dire, d'abord, c'est très triste comme constat, c'est très inquiétant aussi, et puis, quelque part, c'est ridicule. Mais c'est ridicule parce que quand on réfléchit, on retourne une fois de plus dans l'histoire. Les Juifs qui, par exemple, et ça a été le cas de ma famille maternelle qui a dû fuir l'Europe en 1492, quand il y a eu l'Inquisition, quand Isabelle la catholique a mené la chasse aux Juifs et aux musulmans aussi, les Juifs ont trouvé refuge, notamment au Maroc, en tout cas dans le monde islamique. Tout à fait. Je veux dire, c'est là-bas pendant des siècles, jusqu'il y a peu, il valait beaucoup mieux pour un Juif de vivre au Maroc ou dans un pays arabe qu'en Europe, en Allemagne, en Pologne, en Russie ou ailleurs. Vous comprenez? Donc, c'est quelque part un contresens historique, mais néanmoins, c'est un constat qui existe aujourd'hui et il faut le traiter. Il faut le traiter tant par la prévention que par la répression. Et pour ça, vous savez, et ce n'est pas que de l'antisémitisme qu'il s'agit aussi, mais c'est de la lutte contre le terrorisme aussi, c'est de la lutte contre l'islamisme. Je suis convaincu que ce combat ne sera gagné que si nous avons une partie significative de la communauté musulmane avec nous. Tant le combat contre l'antisémitisme que le combat contre l'islamisme. Cette guerre, le problème, la majeure partie du problème vient d'une partie de la communauté musulmane. La solution viendra aussi de la communauté musulmane. Et il faut comprendre que nos concitoyens de confession musulmane, et je ne parle pas que de la Belgique, je parle de l'Europe plus largement, elle doit prendre conscience d'abord que c'est quelque chose de mal, tout simplement, pour des questions éthiques qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura un effet dont on voit déjà les prémices extrêmement explosifs, potentiellement très dangereux pour la communauté musulmane aussi, quand je parle de la montée de l'extrême droite. Alors très clairement, les Juifs sont aussi ciblés par cette montée de l'extrême droite. Mais quand vous analysez le discours des mouvements populistes ou d'extrême droite en Europe occidentale, vous voyez qu'ils ne s'en prennent pas aux Juifs. Même certains d'entre eux prennent, assez d'ailleurs hypocritement, la défense des Juifs. En disant aux Juifs, quand j'entends Marine Le Pen qui dit à la communauté juive, nous allons vous défendre, nous allons vous protéger. Mais de qui se moque-t-on? Comprenez? Donc aujourd'hui, leur cible privilégiée, ce sont les musulmans. Tout à fait, mais il ne faut pas perdre de vue, en fait, que tout ce qui est différent d'eux, c'est-à-dire qui ressemble au modèle, quelque part, arien, est leur ennemi. Donc, il faut prendre conscience de cela et que nous avons un combat commun à mener. Oui. Comment à votre avis, l'antisémitisme se propage-t-il, en tout cas chez les jeunes issus de l'immigration? Et est-ce que aussi, peut-être, ces jeunes issus de l'immigration n'ont pas peut-être une connaissance assez suffisante de la communauté juive, qu'est-ce que les associations, en tout cas juives, ou soit vous, par exemple, dans votre organisation, vous mettiez en place justement pour essayer de mener une politique interculturelle pour pouvoir justement mieux expliquer le fait que le juif et le musulman sont sur le bon chemin tous les deux, ils doivent construire ensemble, ils doivent lutter ensemble contre l'extrême droite et contre, bien sûr, les risques et le racisme qui les touchent tous. Mais écoutez, je vous avoue que c'est assez difficile. On essaye, bien entendu, de dialoguer avec la communauté musulmane au sens très large, au-delà même de nos frontières, et le dialogue se passe très bien dans certains cas, mais il y a toujours l'une ou l'autre réticence, pas toujours, mais on a souvent, si vous voulez, on est souvent confronté à l'une ou l'autre réticence, et qui est toujours liée au conflit israélo-palestinien. Alors d'abord,
Je pense qu'au niveau de jeunes issus de la communauté musulmane, je ne dirais pas issus de l'immigration, parce que ces jeunes sont autant issus de l'immigration que moi je le suis. Tout à fait. Je dirais, je ne me considère pas comme issu de l'immigration. Je pense qu'il faudrait dépasser ce discours-là. Ce ne sont pas des jeunes issus de l'immigration, ce sont des jeunes belges. Moi, je suis de la deuxième génération, en fait, quand on réfléchit. Donc, beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration sont déjà à la troisième ou quatrième génération, alors que moi, je ne suis que la deuxième génération. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a clairement une méconnaissance du conflit israélo-palestinien, mais au-delà de ça, il y a une certaine hypocrisie aussi. Parce que quand je vois notamment cette fameuse manifestation le 11 janvier 2009, lorsqu'il y avait la guerre entre Israël et le Hamas, et que vous aviez 50 à 80 000 personnes qui se trouvaient dans les rues de Bruxelles, dont certains criaient Yid Bachal Yahoud, ou des morts aux Juifs, ou brandissaient des affiches antisémites ou négationnistes, et que on entend ces jeunes dire « moi je suis là pour soutenir le peuple palestinien », je voudrais ici pointer du doigt une hypocrisie manifeste, parce que, vous savez, dès qu'il y a un conflit entre Israël et le Hamas, ou Israël et le Hezbollah, qui, rappelons-le, sont tous les deux, tant sur la liste de l'Europe que de plus ou moins toutes les démocraties de la planète, sont sur la liste des organisations terroristes. Il faut savoir qu'est-ce que le Hamas, il faut savoir qu'est-ce que le Hezbollah. Le Hezbollah, lorsqu'il défile dans la rue à Beyrouth, ils font le salut nazi. Il suffit aujourd'hui, on a Google, vous mettez Hezbollah salut nazi, vous allez voir des dizaines de photos où ils font le salut nazi. Lorsque vous lisez la charte du Hamas, l'article 22, l'article 7 ou l'article 32, eh bien, vous voyez qu'il y a des références, c'est un discours qui s'inspire directement de la rhétorique nazie, de la rhétorique du Troisième Reich. Mais au-delà de ça, lorsqu'ils disent « je suis là pour soutenir le peuple palestinien ». Donc chaque fois qu'il y a un conflit entre Israël et le Hamas ou Israël et le Hezbollah, tous les jours en Belgique, que ce soit à Bruxelles, à Anvers, à Gand, à Charleroi, à Liège ou dans une série d'autres villes, vous avez des manifestations dites pro-palestiniennes. Pour moi, ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, ce sont des manifestations anti-israéliennes. Pourquoi ? Parce que lorsque les Palestiniens se font tuer, se font massacrer, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, où constitutionnellement ils sont déchus de leurs droits, notamment les droits d'héritage, que ce soit au Koweït ou dans n'importe quelle autre place au monde qu'en Israël, moi je ne vois aucune manifestation. Pas une manifestation. L'année dernière, quand il y a eu le massacre au camp de Yarmouk, le camp palestinien de Yarmouk en Syrie, il y a eu, vous savez quoi, on ne connaît même pas les chiffres. Tant ça n'intéresse pas le monde, on ne connaît même pas les chiffres. Des centaines ou des milliers de morts au camp de Yarmouk, de Palestiniens. Est-ce que vous avez vu une manifestation à Bruxelles ? Moi, j'en ai pas vu une seule. À Bruxelles, à Liège, à Anvers. Donc, c'est en fait extrêmement hypocrite de dire que je soutiens le peuple palestinien. Moi, je peux comprendre les gens qui soutiennent le peuple palestinien. Moi-même, je me définis comme sioniste pro-palestinien. C'est quoi être sioniste pro-palestinien ? C'est soutenir le droit à l'existence de l'État juif, d'Israël, et c'est soutenir le droit à la création d'un État palestinien. Voilà ce que c'est sioniste pro-palestinien. D'ailleurs, pour moi, c'est la seule position légitime et défendable sur ce conflit-là. Mais dire qu'on est pro-palestinien, quand en fait, ça cache justement ce rejet de l'existence même de l'État d'Israël, je veux dire, c'est extrêmement hypocrite. Si on est pro-palestinien, on descend dans la rue quand il y a un conflit qui fait des victimes civiles à Gaza, mais on descend dans la rue quand il y a des victimes palestiniennes à Yarmouk aussi, quand les Palestiniens sont déchus de leurs droits au Liban ou quand les Palestiniens se font traiter comme des sous-hommes au Koweït. Et là, je ne les entends pas. Donc ces gens ne sont pas pro-palestiniens, ces gens sont anti-israéliens et ils utilisent, si vous voulez, ce conflit pour, en tant qu'exutoire d'une haine tenace. Et donc, par rapport à ça, je pense que la première chose à faire au sein de la communauté musulmane, et une fois de plus, c'est pas quelque chose de général, mais au sein de ceux qui tombent dans ce piège-là, c'est leur expliquer de quoi il en retourne. Clairement, leur expliquer. Moi, je dis la meilleure chose, et c'est pas d'ailleurs la première fois que ça se passe, et j'en ai toujours les mêmes échos. La meilleure chose, par exemple, pour un jeune de Molenbeek qui se sent révolté par ce qui se passe pour les Palestiniens et qui rejette en bloc
tout ce que pourrait faire Israël, ce que je lui conseille, c'est de prendre un ticket d'avion, de se rendre à Tel Aviv et d'aller 10-15 jours de se promener en Israël. Et là, il va comprendre ce que c'est Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va voir des choses qui vont l'interpeller, qui vont même le choquer. C'est-à-dire, il va aller dans un restaurant à Jérusalem, par exemple, où il va voir un jeune serveur avec une kippa sur la tête qui sert une femme avec le hijab, par exemple. Et il va voir, en fait, que, je veux dire, tout le monde vit sur le même pied, là-bas. Malgré ce qu'on pourrait dire, malgré tout ce qu'on dit, Israël apartheid, Israël ci, Israël ça, il va se rendre compte, en fait, que en Israël, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, quelle que soit votre appartenance, eh bien, vous bénéficiez, vous jouissez des mêmes droits. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des discriminations en Israël? Bien entendu qu'il y a. Mais comme en Belgique, il y a. Aujourd'hui, quand vous appelez Mohamed et que vous voulez vous postuler pour un job, que vous voulez rentrer dans une boîte de nuit ou que vous voulez louer un appartement, eh bien, vous allez faire face, dans certains cas qui ne sont pas anecdotiques, vous allez faire face à une discrimination. Donc, bien entendu qu'il y a des discriminations en Israël, comme dans chaque pays. Chaque démocratie a cet art. Vous savez, mes parents, ma mère, quand elle est arrivée en Israël en 61, quand elle a quitté le Maroc, ils sont arrivés au Maroc et ils n'ont pas été accueillis dans un palace 5 étoiles. Hein. Je veux dire, les Juifs marocains qui arrivaient en Israël, ils étaient dans des conditions assez précaires. Hein. Donc, bien entendu qu'ils ont souffert de ces discriminations. Mais les discriminations, je crois que le peuple juif est habitué à ces discriminations. Il a vécu ça à travers les âges. Il n'y a qu'un siècle et demi que c'était 19e siècle, début du 19e siècle, que pour la première fois, en France, les Juifs sont devenus citoyens comme les autres. C'était la Révolution française, c'était Napoléon, et les Juifs, pour la première fois, ont accédé au statut de citoyen. Donc, c'est quelque chose qui est encore, si vous voulez, frais quelque part dans nos mémoires. Je pense que les Juifs, en général, par rapport à ces discriminations, par rapport aux lois antisémites qu'il y a eu en Belgique, initiées, la Belgique occupée, qu'il y a eu donc à l'époque du Troisième Reich, durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Juifs ont eu cette faculté à transformer, si vous voulez, ces drames, ces discriminations, c'est-à-dire il a pu se renforcer là-dedans. Et il n'a pas, mon père par exemple, on lui a tout pris pendant la guerre, on lui a pris son père qui a été envoyé à Auschwitz et qui n'est pas revenu, on lui a pris sa jeunesse, il a dû se cacher, quand il est sorti de là, à la libération en 1945, je veux dire, il aurait pu en vouloir au monde entier. Il aurait pu avoir envie d'aller poser des bombes, mais partout. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce que les Juifs, parce que ce que mon père a vécu, c'est ce que tous les Juifs qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale en Europe ont vécu. Donc, quelque part, c'est banal dans la tragédie. Eh bien, tous ces Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été posés des bombes, ils ne sont pas livrés à des actes de terrorisme. Non, ils se sont remis sur pied. Et, un peu comme Nietzsche disait, ce qui tue pas rend plus fort, eh bien, ce qui n'a pas réussi à les tuer les a rendus plus forts. Ils se sont reconstruits et ils ont eu un seul objectif, en tout cas ça a été le cas de mon père et de beaucoup de gens de sa génération, c'est offrir à leurs enfants ce qu'eux n'ont pas pu avoir. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Mon père, il sait, il se rappelle, il a encore cette étoile jaune qu'on lui a collée sur la poitrine quand il avait, c'était en 1942, quand il avait 13 ans. Il n'oublie pas, mais il n'a pas de haine, il n'a pas de rancœur. Il sait que ça s'est passé et lui, son seul objectif, c'est pouvoir offrir à ses enfants ce que lui n'a pas eu, c'est-à-dire la liberté, la quiétude et surtout les études. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment est très présent chez toutes les personnes de sa génération. C'était vraiment très important pour eux que leurs enfants étudient. Donc, je pense que cette injustice à laquelle on fait face, cette injustice à laquelle les Juifs ont fait face, ils ont réussi à la transformer en quelque chose de constructif. Alors je suis conscient que pour beaucoup de jeunes musulmans, moi-même je l'ai vécu quand je sortais en boîte il y a 20 ans de cela et que je voyais quelqu'un qui avait une tête qui ne plaisait pas au portier, qui avait un look maghrébin, eh bien il ne rentrait pas. Pourquoi est-ce que moi je pouvais rentrer et pourquoi lui ne pouvait pas rentrer? Donc je suis conscient de ça. Je ne veux pas, ni négliger, ni réduire cela. Je sais que ça existe, mais je pense qu'il y a deux manières de réagir à cela. Soit on se
referme sur soi-même, on s'isole et on en veut au monde entier, et on n'arrivera à rien construire, soit on se dit, eh bien, il me fait ça, je vais devenir meilleur, plus fort, et je vais réussir à construire quelque chose. Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, au sein de la communauté musulmane, ils auraient à apprendre, je pense, de la communauté juive. Et au niveau de la communauté juive, je pense que les gens, en général, sont très ouverts à ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas... vous savez, on parle vraiment carte sur table. Au sein de la communauté juive aujourd'hui, il y a une certaine méfiance qui existe par rapport à la communauté musulmane, une crainte. C'est de dire, oui, mais je vais nouer des contacts, mais est-ce qu'un jour, ça risque pas de se retourner contre moi ? Est-ce qu'un jour, ça va pas se retourner contre ma famille ? Est-ce qu'un jour, je vais pas être pris comme cible ? Donc, il y a cette méfiance qui existe. Je pense qu'il faut essayer de briser... ce mur de méfiance. Ça ne va pas être facile, mais c'est par une série d'actes qu'on arrivera, si vous voulez, à reconstruire cela. Et je pense aussi, c'est l'approche qualitative, mais que l'approche quantitative sera importante aussi. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Quand je vois 50 à 80 000 personnes descendre dans la rue, alors toutes n'ont pas crié mort aux Juifs et toutes n'ont pas brandi des affiches antisémites, mais plus ou moins tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Et tout le monde a vite compris. À l'époque, il y avait beaucoup de politiques qui étaient présents ici. On les a rencontrés pour parler de ça et pour les interpeller là-dessus. Je me rappelle, tant le président de l'époque du Parti socialiste, Elio Di Rupo, que la présidente de l'époque du CDH, Joëlle Milquet, étaient présents à cette manifestation et très vite ont quitté cette manifestation parce qu'ils ont vu ce qui s'y passait. Donc, personne ne pouvait ignorer ce qui se passait là. Eh bien, qu'il y ait 50 ou 80 000 personnes qui descendent dans la rue et qui se retrouvent dans ce concentré de haine, même si eux ne véhiculent pas ces slogans, ils font partie, si vous voulez, de ce bloc de la haine. Je voudrais qu'il y ait 50 ou 80 000 personnes demain. C'est un rêve que j'ai. Maintenant, on peut toujours rêver. Et un jour, l'utopie se transforme en réalité. Qu'il y ait 50 ou 80 000 personnes demain, principalement issues de la communauté musulmane, qui descendent dans les rues de Bruxelles pour dire non à l'antisémitisme. Alors, très clairement, on peut être en désaccord sur le conflit israélo-palestinien. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est en désaccord sur ce conflit qu'on doit se taper dessus. Je veux dire, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va mettre en avant plutôt ce qui nous rassemble que plutôt que ce qui nous divise. Et c'est là que les politiques ont une responsabilité. Tout à fait. C'est là que les politiques ont une responsabilité. Et jusqu'ici, ils ne l'ont pas assumé. Jusqu'ici, ils ne l'ont pas assumé. Justement, parlant de ce conflit israélo-palestinien et parlant aussi de ce fossé qui est là, qui existe entre les Juifs et les musulmans ici en Belgique, qu'il est en tout cas, disons, l'envie ou la stratégie, ou soit l'apport que la communauté juive essaye de mettre justement en place pour mieux expliquer à ces jeunes, comme vous avez dit tout à l'heure, que la chose la plus facile à faire, c'est de prendre un billet d'avion et d'aller voir comment en fait il y a une sorte de cohabitation très positive entre les Juifs et les Palestiniens. Comment on peut expliquer ici aux jeunes, en tout cas, via des actions, via des projets, des activités, etc., à ce qu'il y ait en tout cas ce rapprochement entre la communauté juive et la communauté musulmane. Parce que de l'autre côté, je pense qu'il y a d'autres personnes ou d'autres organisations qui ont d'autres objectifs, parfois sous-jacents, qui ne sont pas clairs, qui poussent ces jeunes, ces musulmans justement, à la haine des juifs. Quelle est votre participation, vous de votre côté, justement pour lutter contre ce genre de propagation de l'antisémitisme? Mais écoutez, nous, à travers nos différentes interventions publiques, à travers nos écrits, à travers nos prises de parole, on répète chaque fois que être juif, être musulman ou être quoi que ce soit n'a aucune importance pour nous. Nous jugeons les gens sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent et non pas sur ce qu'ils sont. Dans le comité d'honneur de la Ligue belge contre l'antisémitisme, il y a
13 ou 14 personnes, donc des personnalités européennes ou internationales qui sont vraiment à la pointe de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez 2 musulmans. L'écrivain algérien Boualem Sansal et l'imam de Drancy Hassan Chalgoumi. Mais en fait, une fois de plus, ça ne m'importe pas qu'ils soient musulmans. Ce qui m'importe, c'est qu'ils partagent le même combat que nous. Donc on essaye, si vous voulez, de rappeler ça chaque fois qu'on en a l'occasion, que la seule chose qui importe dans les relations humaines, c'est en fait le fait de faire partie du même club. Un club de 7 milliards de personnes qui, après, se différencient, alors soit par certains aspects culturels ou confessionnels, mais surtout par ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Alors, on a comme initiative, c'est-à-dire nous soutenons différents projets, mais qui sont assez difficiles, c'est-à-dire nous essayons d'organiser, notamment à l'époque, j'avais essayé d'organiser, justement par rapport à ce qui est au cœur de l'antisémitisme contemporain, une manifestation contre le terrorisme, où il y aurait eu tant des membres de la communauté juive que de la communauté musulmane. Et c'était par rapport à un conflit ouvert, je ne me rappelle plus lequel c'était à l'époque, entre Israël et le Hamas. Et ce que j'avais proposé donc à des représentants de la communauté musulmane, c'est qu'ils viennent à cette manifestation et qu'il y ait autant de drapeaux israéliens que de drapeaux palestiniens. Et bien entendu des drapeaux belges. Malheureusement, ça n'a pas été suivi dans les faits. Et je me rappelle, un de ces acteurs, si vous voulez, de la communauté musulmane, une des personnalités de la communauté musulmane, m'avait dit, écoute, je trouve l'idée très belle, mais si je le fais, je mets ma vie en péril dans ma propre communauté. Et il m'avait dit cette phrase que je n'oublierai pas, je préfère être un soldat vivant qu'un héros mort. Alors, je comprends ce qu'il dit, je comprends qu'il y a un risque, je comprends que... Mais en même temps, il y a un moment où il faut sortir du bois, il y a un moment où il faut dire les choses, il y a un moment où il faut sortir du placard et dire non, on n'acceptera pas, on est prêt à prendre les risques, on est prêt à encourir ces risques-là, mais on n'accepte pas ce discours de la haine, nous voulons un discours de fraternité. Pour le moment, je vous avoue qu'on n'a pas vraiment trouvé d'interlocuteur justement qui fasse preuve de ce courage au sein de la communauté musulmane, si ce n'est par exemple l'imam Chalgoumi, qui vit sous protection policière 24 heures sur 24. Donc voilà le coût, je veux dire, que cela entraîne de prendre les positions courageuses qu'il prend. Donc c'est un homme de foi, c'est un imam, il a sa mosquée, j'étais il y a 2 semaines à Drancy pour l'iftar qu'il organisait là-bas, j'ai vu des centaines de personnes, des centaines de fidèles venus prier, c'est un imam respecté, c'est un imam qui est très critiqué au sein même de la communauté musulmane par rapport aux positions qu'il prend. Certains l'ont renommé l'imam des Juifs, mais vous savez quoi, moi j'aimerais qu'il y ait plus d'imams des Juifs. Et je voudrais qu'on se rappelle... J'entends avec beaucoup de nostalgie les histoires que des personnes marocaines me racontent, mais des personnes qui ont déjà 50, 60 ans ou plus, et qui me racontent avec nostalgie le quotidien au Maroc, entre les juifs, les musulmans. Encore il y a quelques jours, quelqu'un me racontait... Il y a 2 jours précisément, j'ai été pour l'iftar organisé par l'exécutif des musulmans de Belgique et une personne, donc un Belge d'origine marocaine, qui est né en Belgique, mais ses parents lui racontaient que sa mère avait été allaitée au sein d'une femme juive. Et que les juifs allaient chez les musulmans allaient chez les juifs, les musulmans venaient ouvrir la lumière ou éteindre la lumière le Shabbat, puisque les juifs ne peuvent pas le faire. Donc, voilà cet exemple-là. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que ce climat, cette fraternité dont les anciens parlent avec beaucoup de nostalgie, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas importé ici ? Ici, tout à fait. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas ici ? Et ça existe toujours au Maroc. Ça existe encore au Maroc, mais de moins en moins, parce qu'il y a très peu de juifs aujourd'hui au Maroc. Il y en avait 300 000 – 400 000 il y a 60 ans, aujourd'hui il y en a 2500. Mais ça existe effectivement encore au Maroc. Quand je me suis rendu, la dernière fois que j'étais au Maroc, c'était il y a 3 ans,
pour la Mimouna, qui est célèbre fête juive marocaine qui fête la fin de la Pâque juive, de Pessah, eh bien, on fait donc un plat très riche en laitage, en miel, et avec autour de la mofleta, qui est cette crêpe traditionnelle. Eh bien, il y avait cette tradition où les Juifs organisaient donc la Mimouna, et les voisins musulmans venaient. Eh bien, moi-même, je l'ai vécu. J'étais à Rabat, on était donc chez la famille... je crois Toledano, je ne me rappelle plus son nom, mais il nous avait invités pour la Mimouna, et puis vous avez 10, 15, 20 personnes, des voisins qui sont venus manger la mofleta, presque tous musulmans. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ça ici aujourd'hui? Alors moi, je le retrouve parfois. Il y a 2 jours, notamment à l'Iftar de l'exécutif des musulmans, où je l'ai retrouvé à Drancy. Mais pourquoi est-ce que ça se passe au sein des, entre guillemets, élites, etc. Pourquoi ça ne se passe pas dans la rue, à la base? Je veux dire, c'est possible parce que ça s'est déjà produit. Eh bien, il faudra arriver à ce que ça se produise à nouveau. On en est loin, je ne vous cache pas. Je veux dire, il y a du chemin, il y a de la haine, de la méfiance, je veux dire, selon les... Mais je crois que... Enfin, j'espère qu'un jour, on y arrivera à nouveau et qu'on comprendra qu'en fait... la seule chose qui est importante, c'est la couleur du sang, et on a tous la même couleur. C'est pas la couleur de la peau, c'est pas la couleur de la carte d'identité, et c'est pas la couleur de la religion, c'est la couleur du sang. Monsieur Rubensfeld, vous avez la parole de dire un mot à la communauté musulmane aujourd'hui, pendant ce mois sacré du Ramadan. Mais écoutez, d'abord, je voudrais leur souhaiter une bonne fin de Ramadan. Il reste encore une petite semaine, je pense. Enfin, on verra en fonction de la lune, parce que, d'ailleurs, ça, c'est encore quelque chose qui nous réunit. Les Juifs, comme les musulmans, se basent sur le calendrier lunaire. Donc, voilà une chose encore qui nous réunit, donc, dont on devrait parler plus souvent, plutôt que les choses qui nous divisent. Je voudrais dire aussi que... Eh bien, comme je l'ai dit durant cette émission, que j'espère qu'un jour, on vivra à nouveau cette fraternité qui existait entre nos parents et nos grands-parents dans un pays qui nous est cher à tous, en tout cas pour les auditeurs marocains, parce qu'il y a aussi des Algériens, il y a aussi des Tunisiens, mais... La majorité quand même des Marocains. Voilà, donc... eux, comme moi, on a des racines marocaines et on est très attachés à ça. C'est quelque chose, c'est un pays qui a encore une place particulière dans notre cœur. J'espère qu'un jour on y arrivera main dans la main et que les lumières au sein de la communauté musulmane l'emporteront sur l'obscurité. Pour vous, pour nous, pour le pays, pour la Belgique. Parce que sinon, je vous dis, le pire est à venir. Le pire est à venir. Monsieur Joël Rubensfeld, président de la Ligue contre l'antisémitisme en Belgique, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci pour m'avoir invité. Madame, monsieur, au revoir.